Mon Algérie à moi nous emmène ce matin à la rencontre d'une enfant de Cherchell, militante féministe, conseillère de Paris. Elle nous dira surtout si elle se considère comme française de souche ou française de branchage. On va retrouver tout de suite par Zoom interposé Fadela Mehal, qui est diplômée de l'École supérieure de journalisme d'Alger et du CELSA, qui a plein de cordes, comme je vous le disais, à son arc. Bonjour Fadela, comment vas-tu? Bonjour Samia, bonjour. Je ne me suis pas trompée, enfant de Cherchell, jusqu'à présent. Non, c'est tout à fait une illustre, l'antique Césarée, c'est quand même une ville Oui, extrêmement importante à la fois sur le plan historique, mais surtout sur le plan culturel, puisque c'est une ville qui a été la capitale mauritanienne et qui a accueilli donc Juba II, qui en plus a été romaine, hein, puisqu'il y a il y a encore des vestiges très très importants à Cherchell qui illustrent, qui incarnent ce passé. Et puis, elle a été aussi un comptoir turc. C'est un port méditerranéen qui était très actif. Et voilà, et donc c'est une ville à laquelle je suis très, très attachée, avec plusieurs générations qui ont habité Cherchell. on dit toujours qu'on ne dit pas on ne demande pas l'âge d'une femme. Je vais dire que tu es née au début de la guerre d'indépendance pour te situer un peu dans le temps et ton parcours, effectivement, va te faire traverser la Méditerranée dans un sens ou dans l'autre très régulièrement. Mais quand on parle de ton Algérie à toi, qu'est-ce que ça évoque tout de suite pour toi, s'il te plaît? Bah écoute, moi, l'Algérie, je l'ai découverte à l'âge adulte, en fait, puisque je suis partie dans les bagages de mes parents très jeunes, comme beaucoup d'immigrés, et que j'ai vécu en France l'époque des années des Trente Glorieuses, de la douce France, dont parlait si bien Trenet. Et j'y suis revenue à 18 ans, après avoir eu mon bac en poche, puisque j'ai eu le bac dans le Nord, à Lille. Et j'ai voulu, à ce moment-là, je sais que c'est une introspection qui se fait pour beaucoup à la quarantaine ou à la cinquantaine. Moi, je l'ai fait à 18 ans. Et j'ai voulu revoir un peu ce pays dont on m'avait tant parlé, puisque tu connais comme moi le mythe du retour Retour. qui était ancré dans toute notre enfance. Et j'ai voulu voir comment cela se faisait. Et je l'ai fait aussi avec une opportunité, puisque je devais faire mes études supérieures. Et l'idée m'est venue de dire bah, pourquoi pas le faire en Algérie. Et ça a été une chose merveilleuse, puisque ça a été la séquence, d'ailleurs, qui à la fois illustre mes 20 ans. Donc ça, c'est important, on se rappelle toujours de ces 20 ans. Mais mes 20 ans à Alger, à Cherchell, c'est quelque chose de fabuleux dans les années 70-80. Et Oui. donc, c'est une période aussi historique très importante en Algérie, je crois. Et puisque c'était la reconstruction de l'État algérien après l'indépendance, et donc il y avait à cette époque-là un tourbillon, un bouillonnement, puisque c'était l'Algérie a été un peu le leader des non-alignés, où tout était présent par cette révolution qui avait finalement irrigué toute la vie. Je suis arrivée à l'époque de ce qu'on appelait la révolution agraire, la révolution industrielle. Et donc, je me suis inscrite, comme je le souhaitais, à l'école supérieure de journalisme, où j'ai fait 4 ans, hein, que j'ai obtenu mon diplôme, et puis je suis revenue. Donc, ça a été une époque extrêmement formatrice politiquement, puisque j'étais une jeune lycéenne, pas du tout conscientisée, pas du tout formée politiquement. J'avais vu passer de très loin mai 68 à l'époque à Lille. Et là, j'ai découvert d'abord la doctrine marxiste que j'ai découverte, que j'ai appris. Et surtout, j'ai trouvé un peuple très, très engagé. C'était les nouvelles générations. Ceux qui allaient former les cadres de l'Algérie, en fait. Et dans le milieu de la presse, évidemment, c'était très, très important. Et dont je me souviens, c'est que à l'époque, l'Algérie n'était pas du tout fermée. Elle accueillait tous les rapatriés, si j'ose dire, intellectuels qui souhaitaient connaître le mouvement nationaliste algérien. Donc, on avait beaucoup de gens engagés à gauche qui venaient voir ce qu'était devenu l'Algérie, beaucoup de coopérants. Moi, toute ma formation, je l'ai faite
dans la filière francophone. Donc, j'ai eu des grands noms du journalisme qui sont venus, beaucoup d'Égyptiens, beaucoup de Russes, beaucoup d'Africains, bien sûr, puisque c'était l'époque Panafricain, Alger, capitale le du... festival auquel j'ai assisté. Moi, j'ai assisté aussi à la venue d'Angela Davis. Enfin, des choses que j'aurais jamais vécues en restant à Lille dans mon université comme je le présentais. Donc Et qu'il voilà, est bien c'était d'évoquer, hein, là qu'il est bien d'évoquer, parce qu'on s'adresse principalement aux jeunes générations, qu'elles soient ici ou de l'autre côté de la Méditerranée en Algérie. C'est bien d'évoquer ce qu'a été l'Algérie à une période qui semble révolue aujourd'hui, mais pour dire que tout reste possible. tout à fait parce qu'il y avait, je dirais, un ferment très important à l'époque, c'était de montrer une révolution exemplaire. Exemplaire. Moi, ce dont je me souviens aussi, parce qu'on m'avait décrit, mes parents, évidemment, par le jeu de la tradition, qu'il y avait quand même une forme d'inégalité entre les femmes et les hommes. Et à cette époque, je dois avouer que j'ai été surprise de voir, d'abord dans les rues d'Alger dans les années 75, vous les voyez, elles déambulaient comme les garçons. Moi, j'étais à la fac d'Alger, puisque l'école de journalisme était à l'école Cartier. On voyait arriver dans les universités des enfants j'allais dire, de classe sociale relativement aisée. Et là, c'était vraiment le brassage. Il y avait bien sûr des jeunes issus de classes bourgeoises, il y en avait très peu, mais c'est surtout des jeunes des quartiers populaires, enfin de Bellecour d'ailleurs, et dans des villes, parce que c'était une école nationale, donc on les voyait arriver dans des zones rurales. Dont les parents étaient souvent analphabètes, qui avaient été fêlards à l'époque, et donc des ouvriers aussi. Et donc ça quelque chose ce qui m'avait séduite, parce que la Révolution, on en parlait sur le plan idéologique, mais là, je le voyais concrètement que ça se manifestait, qu'il y avait bien ce brassage, que tout le monde avait sa chance, que finalement l'État, et à l'époque c'était incroyable, hein, parce que tout le monde avait des bourses, quelle que soit sa condition sociale. Et moi, j'avais cette chance, c'est que j'ai été assez vite embauchée à la télévision, à la radio-télévision algérienne, parce que comme je maîtrisais bien le français, donc, et ça me permettait d'avoir un travail d'appoint, puisque je travaillais le matin très tôt, jusqu'à 10 heures, et après j'allais à la fac. Donc, j'avais des revenus, comment dirais-je, assez substantiels. Et vraiment, la vie d'étudiant, il y avait moi, j'habitais en famille, mais beaucoup étaient dans des résidences très, très de proximité. Je me souviens que beaucoup de filles étaient à Ben Aknoun. Et voilà, c'était une vie. Alors, c'est ce que je dis souvent quand on m'interroge sur cet aspect. C'était d'abord mes 20 ans. Et donc, on garde toujours un souvenir extrêmement ému de ces 20 ans, de ces projets dont on rêve. Et quoi de mieux que de le faire dans un pays qui naissait, qui se construisait et qui essayait, j'allais dire aussi, d'instiller ce projet politique sur lesquels il s'était battu depuis plus de 7 ans, et encore plus si on voit le début du nationalisme. Et donc, je dis, c'était des conditions idéales. Ta famille, originaire donc de Cherchell, évoluait dans quel milieu socio-professionnel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te prédestinait à épouser une carrière de journaliste, puis de militant, puis d'engagé politique? Alors, ce qui est frappant, c'est que nous sommes une fratrie de 4 personnes. Mes parents, c'était des cadres moyens, on ne peut pas dire que c'était des ouvriers, donc ils ont, comment dirais-je, immigré. Mais surtout, moi, je pense que c'est quand même, et c'est ce que j'ai toujours défendu en France quand j'avais du responsabilité sur ces sujets-là, c'est que le poids de la famille et surtout le pilotage scolaire de la famille est très important. Et c'est pour ça que moi, ça me désole quand je vois ce qui s'est passé pendant ces émeutes de juillet, c'est que les parents, il faut absolument qu'ils soient actifs. Et on l'a vu dans des études très sérieuses, à classe moyenne identique, la réussite des enfants tient à la façon dont les parents jugent la scolarité. Et les miens, et c'est particulièrement ma mère, parce que mon père était quand même souvent absent, mais c'est ma mère qui a voulu que la fratrie puisse faire des études. Donc ça, elle nous a poussés jusqu'au bout, et nous sommes quatre universitaires. Et si tu veux, le problème, c'est que je n'ai pas
parce que c'était une époque un peu révolue hein, par rapport à ce qu'on vit, je n'ai pas vécu dont on parle aujourd'hui sur les politiques d'orientation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, tout le monde le dit, tout le monde le signale, les orientations, elles sont faites d'avance pour beaucoup de jeunes issus des quartiers populaires. Je l'ai On dit, vécu. Je l'ai vécu. voilà, il faut qu'elles fassent un cycle court parce que les parents n'ont pas les moyens, parce que ci, parce que ça. Moi, j'étais quand même dans des classes où j'étais je dis très minoritaire. Enfin, il n'y avait pas encore beaucoup de personnes. Et en plus, on a vécu aussi au Havre dans des zones qui n'étaient pas encore très concentrées. Et donc, on a pu avoir le parcours universitaire et l'orientation que nous souhaitions. Et donc, très jeune, moi, je sais que ma mère rêvait que je sois architecte. Le journaliste, elle trouvait que ça faisait pas très féminin, ou elle voulait des métiers en lien avec ce qu'elle appelait des aptitudes. Elle le disait pas avec ces termes, mais des aptitudes féminines, donc l'assistance, l'accueil, enfin des choses comme ça. Mais on a fait quand même ces études. Ça n'a pas été facile parce que mon père était toujours un peu mais qu'est-ce que tu vas leur mettre dans la tête et comment ça va se passer. Puis surtout, quand je suis partie en Algérie, le journaliste, c'était quand même quelque chose d'assez… Mais je pense que ma chance, ça a été d'avoir une mère, moi je le dis souvent, hein, féministe avant l'heure, mais pas un féministe, je dirais, de parole, c'est-à-dire dogmatique, qui raconte… Non, parce qu'elle était très, très, très attachée aux traditions. Il fallait d'abord se marier, il fallait avoir des enfants. Enfin bon, là-dessus, elle était… hein. Et d'ailleurs, j'ai toujours en tête la devise de ma mère. Ma mère disait toujours, en bonne cherchelloise, ma fille, elle ne le disait pas en ces termes, mais c'était ça qu'elle voulait dire, tenir, c'est-à-dire la patience, le temps long, euh, et se tenir. C'est-à-dire respecter ses valeurs, être fidèle à ce qu'on est et ne pas trahir, parce que c'était ça. Moi, j'ai vécu toute mon enfance et une partie de mon âge adulte dans la double injonction, c'est-à-dire l'injonction à la fidélité, à la tradition, aux valeurs ancestrales de ce qu'elle disait, et puis cette injonction, l'appel de la société française, de ses valeurs. Et donc, j'ai toujours oscillé entre ces deux choses, mais avec une forme, je dirais, de sagesse et de rationalité. C'est-à-dire, je n'ai jamais brûlé l'un au détriment de l'autre. J'ai essayé de construire, mais quand même, j'ai marqué ma propre voie, et je crois que c'est ça qu'il faut, parce que sinon, il y a une déchirure, il y a quelque chose qui ne se referme jamais quand on ferme la porte au passé, et ça, je ne l'ai jamais voulu, ni pour moi, ni pour mes enfants. On imagine, sans vouloir faire de psychologie à 2 euros, que le déterminisme, l'engagement, un de tes engagements, l'engagement en tant que militante féministe vient de ta maman, quoique la période s'y prêtait aussi. De tous les combats, de tous les engagements que tu as menés et que tu mènes encore aujourd'hui, on pourra les détailler dans quelques minutes. Est-ce qu'il y en a un en particulier dont tu es particulièrement fière? Ben, ma grande fierté, c'est bon, d'avoir réussi une vie familiale. Ça, c'est très important parce que j'ai vu tellement de militantes s'abîmer et parfois se retrouver dans une solitude totale après des grands engagements collectifs. Donc, j'ai 3 enfants, j'en ai élevé 4, et donc ça, c'est une très grande fierté pour moi. Après, ma vie professionnelle, moi, j'ai toujours pensé qu'on ne pouvait pas vivre de la politique ou du monde associatif. Donc, j'ai toujours souhaité avoir une fonction, une rémunération qui soit à l'extérieur de ces pressions. Et donc, j'ai des postes aussi assez importants en termes de cohésion sociale, en termes de lutte contre les discriminations. Et puis, mon engagement associatif et politique est venu très tard, quand j'ai élevé mes enfants, parce que je n'ai pas souhaité sacrifier ma vie personnelle au détriment de ces engagements collectifs. Et donc, un engagement dont je suis très, très fière, c'est d'avoir créé les Mariannes de la diversité dans les années 2005, après les premières, maintenant je dis les premières émeutes d'octobre 2005. Et donc, ça a été un grand mouvement important, parce que je voulais rendre la parole et la rendre visible surtout aux femmes, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, Samia, mais quand il y a eu ce désordre, hein, quand même,
même qui a duré plus d'un mois et que tout était en flammes. Rappelle-toi les photos, les images à la télé où on voyait le monde nous découvrir sous le feu de la violence. C'était un peu exagéré, mais c'était ça. Pas complètement faux. Et voilà, et celles qui ont permis que le feu s'apaise, et notamment dans le cœur de leurs enfants, de leurs fils, c'était les femmes. Elles se sont levées et c'est à ce moment-là qu'on a découvert une génération de mamans, parfois des mamans solo, qui sont venues apaiser leurs enfants. Et donc, j'ai voulu que ces femmes, elles ne restent pas après, parce que c'est un peu ce que j'ai compris aussi au niveau de la révolution algérienne, c'est que les femmes ont été vraiment le fer de lance de cette révolution et que beaucoup, on les appelait les moudjahidettes, ont été les premières à monter au front, parfois au détriment de leur famille. Et malheureusement, quand l'indépendance est arrivée, à part les quelques années dont je te parlais tout à l'heure de l'effervescence, bah, elles sont quand même retournées au foyer. Et donc ça, je me disais que ça va être pareil avec ces émeutes. Et c'est pour ça que j'ai tout fait pour qu'elles aient une visibilité. Et j'ai découvert une nouvelle génération aussi de jeunes. Et là, c'est vrai que les autres étaient beaucoup sur le versant action sociale, il faut les aider, le logement, la formation. Et celles-là, les nouvelles générations qui souvent étaient bachelières, qui avaient aussi un parcours associatif, eh ben, elles demandaient simplement, pas de l'action sociale, mais être des entrepreneurs, accéder à la fonction publique, voilà, et elles avaient un autre logiciel par rapport à ça. On me disait les difficultés de ces immigrés, finalement, elles viennent d'elles-mêmes parce qu'elles ne sont pas assez formées, parce qu'elles ne connaissent pas les coutumes, parce qu'elles connaissent… Bref, il y avait toujours, il faut qu'elles s'y mettent, c'est de leur faute. Et on a découvert que finalement, la grande difficulté ne venait peut-être pas que d'elle. La question de la discrimination, directe ou indirecte, voulue ou pas voulue, parce que c'est vrai qu'il y a parfois des mesures neutres qui aboutissent à une discrimination. Et donc, c'est à partir de là je me suis interrogée là-dessus, et là où je travaillais, on s'est interrogé aussi là-dessus, avec un paradoxe, c'est que tous les organismes privés comprenaient et même parfois validaient en disant mais on est obligé parce que le client ne veut pas, parce que on est dans des contraintes économiques qui font qu'on ne prend pas de risques et que ça, on a affaire à des personnes à risque. Mais moi, j'ai rencontré les plus grandes difficultés dans le secteur public, c'est-à-dire dans les services de l'État. Quand je voyais comment, par exemple, étaient traités les bureaux des étrangers dans les préfectures. Moi, je me souviens à Montpellier, j'avais vraiment sollicité le préfet. Avec la CIMAD, on avait travaillé là-dessus en disant c'est inacceptable. Et on m'expliquait alors qu'en effet, on mettait les agents les plus en difficulté dans ces secteurs, donc personne ne voulait traiter de la question des étrangers. Idem pour l'éducation nationale, quand vous disiez mais attendez, il y a un gros problème dans les politiques d'orientation, on vous répondait mais attendez, c'est quand même, nous enseignants, nous sommes pas racistes, mais qu'est-ce que vous allez imaginer? Il y en a même qui me disaient je milite au MRAP et à la LICRA, donc c'est pas ça. Mais on le fait pour leur bien. Et donc, je leur disais, mais vous coproduisez de la discrimination, puisque si vous acceptez… Ils me disaient, oui, mais ils ne seront pas pris, donc il faut bien qu'à un moment, on leur trouve… Je dis non, ça, ce n'est pas une solution. Aujourd'hui, vous devez traiter cette question de façon républicaine, c'est-à-dire que chacun a une voix, un horizon, et il n'est pas normal de le fermer parce que vous avez des présupposés sur sa capacité à s'intégrer. Donc, la lutte contre la discrimination, moi, j'étais… je dirais, à l'époque de la préhistoire, hein, que je vous raconte. C'était quelque chose qui était tabou, et qui était non seulement tabou, mais qui était très difficile à envisager. C'est d'ailleurs cette occasion que tu as publié en 2014, c'est ça, un ouvrage intitulé Marianne, les femmes et la diversité de la République. C'est un recueil, un constat de ce mouvement qui est en branle, mais qui laisse apparaître encore quelques failles.
Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'on a beaucoup avancé, hein, faut rien exagérer. Donc, mais on a beaucoup avancé dans la culture, par exemple, hein. Vous voyez, le paysage cinématographique. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question. J'ai assuré le secrétariat de la commission image de la diversité du CNC, et donc on a financé plus de 800 films changer les images, hein, pour changer, parce que je pense que c'est ce que disait Einstein. Bon, c'est plus facile, au contraire, de briser un atome qu'un préjugé. Et donc, oui, il y a beaucoup de choses qui ont avancé, mais il reste des choses qui restent encore. Alors, on dit souvent les personnes issues de l'immigration ont été les premiers entrepreneurs. Oui, ils l'ont été par défaut, parce qu'ils ne trouvaient pas d'emploi, il fallait bien qu'ils cherchent et qu'ils trouvent. Et d'ailleurs, leur génie et leurs talents ont été reconnus, puisque beaucoup aujourd'hui font partie de cette intelligentsia au niveau économique. Alors, il reste la fonction publique, hein, je pense que c'est quand même encore un bastion très, très, très important, et qu'il faut... moi, je travaille beaucoup avec le ministre de la fonction publique pour essayer de faire rentrer des femmes dans la fonction publique territoriale, parce que je pense que c'est aussi l'enracinement et c'est très important qu'elle soit aussi présente. Mais la fonction publique, la diplomatie reste encore des bastions extrêmement importants. Mais après, je veux dire, c'est à chacun de se définir et de voir comment. Nous, en tant que Marianne, ce qu'on veut, c'est montrer qu'il y a un vivier, qu'il y a des compétences, qu'il y a du talent. Parce que nous, on n'est pas pour les quotas. En tout cas, en tant que Marianne, on n'est pas pour les quotas. Et je me souviens qu'on avait monté à l'époque sur la loi Zimmermann avec Copé et Madame Zimmermann, la loi, tu te rappelles, cette loi qui demandait qu'on puisse avoir au moins 40% de femmes dans les CODIR et les COMEX, des grandes entreprises du CAC 40, c'était pas rien. Et tout le monde me disait, mais ça ne marchera pas. Et je disais pourquoi? Mais parce qu'elle n'existe pas. Eh ben, tu vois aujourd'hui le nombre de femmes qui sont à la tête de ces grosses entreprises. Alors, on m'a fait beaucoup le reproche à l'époque de travailler sur l'élite. On m'avait dit oui, mais voilà, c'est une exception. Après tout, c'est un petit nombre. Ce qu'il faut, c'est viser le grand nombre. Mais moi, j'ai toujours pensé que le poisson pourrit par la tête et que c'est par la tête que les choses puissent s'infuser. On a évoqué longuement ton engagement militante. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, ces deux engagements ne se sont pas court-circuités? J'étais toujours dans une démarche, allez, je ne dis pas œcuménique, parce qu'on a des valeurs, et que, enfin, le communisme n'est pas le ventre mou, n'est pas la tiédeur. Mais moi, j'ai travaillé avec tout le monde. Vous savez, quand j'ai travaillé sur le nationalisme algérien, j'ai bien vu, par exemple, que les communistes avaient fait beaucoup pour l'aide au nationalisme algérien. J'ai vu que les socialistes s'étaient montrés quand même parfois, je pense notamment à Mitterrand, dans des situations très paradoxales. Et puis j'ai vu aussi pendant la période qui s'est passée de ce qu'on a appelé la terreur, enfin pendant la période, voilà, la décennie noire, en effet, rappelle-toi, hein, les slogans qui tue qui, il venait de la gauche, hein, et l'aide qui aurait dû être apportée au plus vite a été beaucoup différée à cause de ces questionnements politiques incompréhensibles. Donc, je fais la part des choses et mon engagement, c'est le rassemblement. Et pas le Rassemblement national. Hein, oui, pas de malentendu. Est-ce que c'était nécessaire de préciser? On le précise, voilà, pour qu'il n'y ait pas de tentative de récupération. Si tu m'autorises encore une ou deux questions, quels sont tes liens avec l'Algérie aujourd'hui? Ben, l'Algérie, j'aurais voulu qu'elle soit des liens plus profonds, parce que j'ai fait quelques tentatives, notamment sur le plan audiovisuel. Je voulais emmener une délégation de cinéastes de la Méditerranée pour aller au Mont-Chenois, pour travailler un peu dans le sillage d'Assia Djibar. Tu sais qu'Assia Djibar est cherchelloise, elle est née pratiquement dans cette ville où toute ma famille repose. Et ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi, il y a eu des contraintes. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, parce que j'aurais voulu apporter ma contribution un petit peu sur le plan culturel, parce que je ne m'attacherai pas à aller disséquer un peu en tant que personne française, en fait, les droits des femmes là-bas ou des choses comme ça, mais par contre, sur la culture, comment on peut
nourrir un peu ensemble autour de l'arc méditerranéen une réflexion, c'est quelque chose, moi, qui m'apporte beaucoup. Et surtout, j'aurais voulu trouver un accueil plus favorable que je n'ai pas trouvé, malheureusement. Donc, peut-être, grâce à ton interview, je lance un appel, donc pas désespéré, mais vraiment constructif, pour qu'on puisse construire quelque chose autour des femmes et de la culture. Bien entendu, il suffit d'ailleurs à l'instar de notre interview de ce matin, de dire qu'il y a beaucoup de femmes franco-algériennes, comme nous le sommes, de bonne volonté qui sont disponibles à participer, à apporter leur soutien et leur connaissance à tout mouvement qui peut effectivement faire évoluer notre beau pays qui se trouve de l'autre côté de la Méditerranée. Peut-être encore deux questions, deux thèmes qui t'importent, si tu as encore quelques minutes. La laïcité, on en est où en France, de cette question de laïcité qui est un dossier sur lequel tu as énormément travaillé? Est-ce Moi, que je ça... pense qu'il y a eu un petit peu un moment extrêmement sensible où on a lié la laïcité, le terrorisme, enfin tout a été un petit peu amalgamé. Et je pense aussi qu'il y a eu une réaction très effrayée des musulmans par rapport à ça, parce que je l'ai dit souvent, et je l'ai dit quand j'étais conseillère chez Borloo, j'ai dit la laïcité, ce n'est pas un revolver pointé sur la tempe des musulmans. Donc, pour moi, la laïcité est vraiment un concordat, en fait, un espace qui vous permet d'exister avec votre liberté de conscience, mais aussi de respecter l'espace public par rapport à ça. Donc, je pense que la fièvre est montée, elle est montée très haut. Je pense qu'elle est redescendue aujourd'hui et qu'il n'est plus question de remettre en cause la loi, d'en refaire une autre, d'ajouter des adjectifs à la laïcité. Je crois que la France, dans sa totalité, même par rapport aux minorités musulmanes, qui sont quand même une grande majorité, hein, je ne le nie pas, ont compris que la République et ses valeurs étaient quand même un socle qui nous permettait de se protéger. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, je pense que les musulmans ont été très affectés par les attentats, en premier lieu, parce qu'ils ont vu leur vie détruite au sens d'abord parce que souvent, moi, je suis à Cannes en ce moment et je regarde un peu ce qui s'est passé à Nice. Beaucoup de musulmans ont été meurtris dans leur chair, ont perdu la vie par rapport à ces attentats. Et en plus, ce qui est aussi important, c'est que beaucoup ont vu leur image, l'image de leurs enfants, de leur famille complètement dégradée. Et donc, je pense que franchement, c'est quelque chose pour lequel ils ont été aujourd'hui extrêmement attentifs à ce que cette question soit définitivement réglée pour ce qui les concerne. Moi, ce que j'observe, c'est qu'à part quelques bastions où il y a vraiment un communautarisme très, très, très important, le reste du temps, d'ailleurs, on le voit, c'est un des éléments, un indicateur d'évaluation, c'est le nombre de mariages mixtes. Donc, les choses avancent lentement, certes, mais avant. Et en même temps, ce que reproche Zemmour, c'est-à-dire le fait que la culture française, au sens que moi je ne saurais pas définir d'ailleurs, hein, s'est imprégnée de ces vagues multiples, de ces, comment dirais-je, ces personnes venues d'ailleurs et de ces cultures métissées, aujourd'hui est une réalité. Le couscous est quand même le plat préféré des Français. Donc, quand Zidane reste une icône incontournable et Mbappé, je n'en dirai pas plus. Donc, je pense que très, très honnêtement, la question de la laïcité, je pense qu'elle commence à se séculariser et même au niveau des populations musulmanes. Je prendrai promis, ce sera ma dernière question si tu l'autorises. Je te présentais tout à l'heure, je disais, on lui demandera si elle se sent française de souche ou française de branchage, comme tu aimes à le dire. Ma question m'emmène à te demander quel est ton avis sur cette surenchère mémorielle à laquelle on assiste. Il faut parler Moi, d'histoire. je me sentirais républicaine de souche. C'est plutôt ça que j'ai envie de dire, c'est-à-dire que républicaine parce que je crois à cette égalité, je crois à ce qui s'est passé en France, le siècle des Lumières, qui n'est pas, qui est transposable, hein, parce que je pense que chaque pays indépendant s'est nourri de cette révolution française. Et de souche parce que je considère avoir fait souche.
maintenant, je me suis enracinée. Je connais mieux la France que l'Algérie, malheureusement. D'ailleurs, c'est un pays qui reste encore à découvrir. Et ce que j'ai envie de dire à tous ceux qui doutent ou qui s'inquiètent, il faut qu'ils fassent ce passage obligé que j'ai fait, moi, à 18 ans, parce que ça permet de remettre les choses en place et de ne pas rester sur des images fantasmées. Après, moi, ce que je pense, c'est que l'Algérie, on l'aime pour ce qu'elle est, et pas sur ce qu'on imagine ou ce qu'on voudrait qu'elle soit. Moi, j'aime son peuple, j'aime ces personnes, j'aime ces gens qui, malgré tout, les difficultés qui sont quand même importantes, eh bien, ils sont encore dans l'humour, la dérision, le partage, l'hospitalité. C'est vraiment très étonnant, hein. N'importe qui me dit, quand on va en Algérie, et pas simplement à Alger, hein, dans les grandes villes, on est accueilli. C'est quelque chose, moi, voilà, et je me dis que parfois la France devrait s'inspirer la façon dont cette société traite, par exemple, ces Chibani, traite ces personnes âgées. Aujourd'hui, on a une loi qui n'arrive pas à arriver par rapport au grand âge, alors que là-bas, pour le moment, je dis bien pour le moment, eh bien, on a en tout cas terminé, on a essayé de réguler ce problème par des solidarités familiales. Je pense aussi à la démocratie, parce que quand même, en Algérie, moi j'ai vu des conflits très importants être gérés. Tu le sais bien, toi qui es kabyle, et tu le sais que moi, mon mari est kabyle aussi, donc on connaît un peu le poids de ces réunions, de ces veillées qui permettent d'arbitrer les difficultés de façon très démocratique et apaisée. Donc on aurait à s'inspirer. Franchement, au lieu de dire qu'est-ce que les immigrés nous enlèvent, de dire plutôt qu'est-ce qu'ils nous apportent, sur quoi nous pourrions en tout cas nous inspirer pour avancer dans notre vie quotidienne. Et moi, je pense que la vie je préférais être une personne âgée en Algérie, malgré les difficultés évidemment de soins que ça peut procurer, ne serait-ce que par l'accompagnement, ne serait-ce que par l'écoute, et puis par la valeur que portent ces personnes. Une personne âgée, quand elle parle, elle est écoutée. Et donc, c'est peut-être un gars, hein, ce que je vais dire. En tout cas, c'est quelque chose auquel je suis très attachée. On aura découvert sans doute une autre part de Fadela Meal aujourd'hui, j'allais dire Amela. Je vous encourage à aller visionner, il est disponible sur Internet, un joli documentaire de Bouchra Azouz auquel tu as participé par ton témoignage qui s'appelle Algérienne en France, l'héritage. Et tu as accepté d'y participer pour livrer ton témoignage. Oui, un petit témoignage très modeste. Merci, j'allais dire Madame la Ministre. Non, mais presque. Merci d'avoir apporté ton témoignage. Le point central sur lequel j'aimerais terminer peut-être, c'est comment faire pour que les relations avec l'Algérie, contre l'Algérie et la France s'apaisent, pour que les nouvelles générations puissent reprendre le fil de leur parcours et de leur chemin commun. J'ai tendance à dire qu'il faut qu'une génération passe. Moi, je l'ai toujours pensé, c'était trop, les mémoires étaient trop blessées, trop à vif pour que les choses se recousent facilement. Mais je pense que la génération est en train de passer, qu'aujourd'hui, on a donné le fil à quelqu'un qui, aujourd'hui, enfin, à quelques-uns de cette nouvelle génération qui pense autrement et qui pense que ce passé douloureux peut être une opportunité de construire quelque chose ensemble. J'en ai eu conscience, moi, tu sais, quand j'ai reçu ma Légion d'honneur. Tu le sais peut-être, mais je l'ai eu en 2002, et donc ça fait maintenant presque 20 ans. Et à ce moment-là, j'ai pensé à mon grand-père, hein, mon grand-père qui était lui-même, l'avait reçu en 1937 pour des raisons civiles. Et je me disais, mais cette génération, mon grand-père qui est mort bien avant la Révolution, hein, mais qui était, ma grand-mère a perpétué un peu cette envie de génération et de nationalisme. Et je me disais que la boucle, elle s'est bouclée, parce qu'aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est que des ambassadeurs de l'Algérie
soient très présents ici en France. Alors, on ne va pas dire la cinquième colonne, comme pourrait le dire Zemmour, mais vraiment des ambassadeurs sincères de ce dialogue, de cette reconstruction à égalité, parce que c'est ça aussi le partenariat. Il faut qu'il soit égal, il faut qu'il soit juste, il faut qu'il soit harmonieux. Et donc, je me disais que nous sommes des passeurs. Et j'ai eu cette impression-là quand on me l'a remise en me disant, eh bien, je vais continuer à œuvrer pour que cette entente, elle soit la plus magnifique possible. Eu égard aux relations particulières que nourrissent nos deux pays, quoi qu'il advienne, et qu'il faut qu'on perpétue, mais de manière effectivement intelligente, sans oublier, en apprenant notre histoire. Hein. Je pense qu'il faut toujours, je répète très souvent, pour avancer, il faut savoir d'où on vient, il faut savoir qui on est et apprendre l'histoire de manière complètement ouverte. En tout cas, moi, je voudrais aussi, puisque l'occasion m'est donnée, te remercier. Te remercier parce que tu sais que j'ai beaucoup milité pour que la parole puisse être prise par les femmes. Je crois que ce que tu fais aujourd'hui avec ces documentaires, c'est vraiment la transmission de cette mémoire. Et c'est très important qu'il y ait aussi ce regard féminin. Parce que je ne dis pas qu'il y a une antithèse par rapport au regard masculin, mais il y a une sensibilité, il y a une féminité qui est très, très importante. Et ce que tu fais, vraiment, je pense que c'est œuvre utile et qu'un jour, c'est à travers tes entretiens que tu vas faire, que tu vas continuer à faire, permettre de découvrir cette Algérie, cette France avec 1000 facettes et pas simplement d'une façon uniforme et qui manque parfois la complexité, qui explique d'ailleurs la sensibilité, parce que si les choses sont si dures, si crispées, c'est qu'il y a de la complexité. Et donc, merci Samia, à mon tour de te remercier pour ce que tu fais. Tu as rendu hommage tout à l'heure de manière importante à ceux qui t'ont précédé, ton grand-père, tes parents, ta maman. Moi, je vais rendre hommage à toutes ces dames qui m'ont précédé aussi. Je pense forcément à ma grand-mère maternelle, qui a eu un rôle important. Puis je vais embrasser très, très fort ma petite maman, qui est en Picardie, avec laquelle je souhaite vraiment un prompt rétablissement. Voilà. Et puis dire, soyons fiers de ce que nous sommes. D'accord? Merci à toi. Je crois que c'est le mot de la fin. Merci, Samia. Merci.